En fait, il faut le faire en premier, visiblement. Mm. Attends, est-ce que c'est bon? Comment je peux voir si je... Vous êtes en train de partager votre écran et je pense... Et tu as un petit nuage qui clignote quand ça s'enregistre, c'est ça, Mehdi? Il y a un Exactement. point rouge en haut à Un gauche point qui rouge clignote. qui Alors moi, met c'est pas étoilé. en haut à gauche, c'est en plein milieu et c'est dans un petit nuage, c'est ça? Oui, Je sais pas, le petit nuage, pas le c'est pour le nuage. club. Ah mais oui, mais là, du coup, je peux plus passer mes trucs. Ah voilà, ok. C'était une très belle image, on est tous sur un petit nuage. Est-ce que tout le monde est là ou pas? Euh, je vois qu'il y a 19 participants. Est-ce que je commence? Personne n'ose répondre. C'est ça le problème, en fait. Oui, Est-ce que il faut se quelqu'un lancer. Si, commencez. Ça nous va. est-ce que quelqu'un est arrivé, Ouais. est-ce que quelqu'un est arrivé entre-temps qu'on n'aurait pas présenté? Non. Ok. Ah bah zut. Alors, bon, donc je commence. Ce cours est donc l'introduction sur le thème développement durable. C'est très généraliste. Je pense que c'est intéressant déjà, puisque ça fait partie du titre du diplôme universitaire, de se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par développement durable. Et moi, en tout cas, je me la suis posée. Et je pense que c'est un terme qu'on entend pas mal parler, enfin, dont on entend parler ou qu'on peut lire, pas forcément toujours sous cet angle-là, mais que vous pouvez. Alors, nous, on est assez sensible maintenant à ça, donc on a des documents et on voit ce terme. Après, une fois qu'on est focalisé sur ce terme, on a l'impression de le voir un peu partout. Mais après, on voit surtout des choses qui sont en rapport avec peut-être l'écologie. En tout cas, vous voyez, par exemple, quand on parle des conférences climat, on ne parle pas forcément de développement durable en tant que tel, mais il y a des choses qui sont des concepts qui sont menés par des institutions internationales où là, on parle vraiment de développement durable. Au niveau national, c'est le ministère de l'écologie. À un moment donné, on parle des fois des plans développement durable aussi. Donc, voilà, il y a écologie et développement durable sont souvent un peu associés. Et puis, on associe souvent le développement durable, en tout cas pour ma part, à toutes les crises environnementales hein, qui sont très larges finalement. Ça va être bah, voilà, les catastrophes naturelles, mais ça peut être aussi la dégradation de l'environnement. Donc, on entend des sujets sur la pollution plastique des mers, sur les coraux, sur le changement climatique. Sur des catastrophes aussi industrielles, on en reparlera tout à l'heure, et puis après des conséquences aussi dans notre vie tous les jours. Voilà. Alors moi j'ai une question à vous poser. Pour vous, comment vous expliquez le développement durable? À quoi vous l'associez? Et comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement, développement durable? Tu n'es pas toute seule, Flo, ne t'inquiète pas. Moi, je vous présenterai après un peu le fil un peu de mes recherches par rapport à ça, mais j'aimerais bien voir après vous comment, parce que je pense que c'est important que vous posiez la question. Moi, je vais vous donner après mon approche, mais comme c'est un mot que vous allez utiliser après dans vos projets, je pense que c'est extrêmement important que vous vous familiarisiez avec cette définition et que vous en fassiez la vôtre, parce qu'après, vous allez l'écrire partout dans vos projets, développement durable. À un moment donné, c'est un peu voilà, donc je veux juste savoir quelle est votre première approche, vous, comment vous l'avez perçu, vous le percevez. Qu'est-ce que c'est pour vous le développement durable, en fait, tout simplement? Julien, peut-être. Euh, Quelqu'un veut se lancer? Moi, je je veux veux bien bien. répondre, mais j'ai une petite idée déjà. Moi, je veux bien, si vous voulez. Vas-y, Lucille. Alors, moi, à la base, le développement durable, avant que je me renseigne un peu sur le sujet, pour moi, c'était 100% écologie. Et finalement, après, en fait, je me suis rendu compte que le développement durable, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus généraliste.
En gros, pour moi, le développement durable, c'est avoir un certain niveau de vie actuel sans gêner le niveau de vie des générations futures, que ce soit sur le plan social, écologique, de la santé. Enfin, voilà, c'est quelque chose vraiment de beaucoup plus grand que se réduire à l'écologie. Alors, bien évidemment que forcément, avec le réchauffement climatique, ça va impacter tous les aspects de notre vie. Mais voilà, pour moi, le développement durable, c'est ça. C'est sans gêner, en fait, le niveau de vie des générations futures. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre a vos conceptions pour les autres? Moi, je dirais plus que nos activités du quotidien ne doivent pas gêner la qualité de vie de nos enfants dans leur avenir. Moi, c'est surtout de l'aspect qualitatif de la vie quotidienne, en fait. D'accord. Ça rejoint un peu ce que disait Lucille, en fait, hein, quand même, par rapport à la qualité, niveau de vie actuel avec la vie future. C'est un petit peu ça, finalement. Maud, non? Voilà. Alors, niveau de vie, moi, c'est plus qualité de vie, parce que le niveau de vie, ça dépend de chaque individu, en fait. La qualité de vie, moi, c'est plus les besoins un peu quotidiens, primaires, en fait. D'accord. Quand Se nourrir, je se loger, des choses comme ça. Excusez-moi. Quand je disais niveau de vie, c'est vraiment, j'ai pas utilisé peut-être le bon mot, mais en tous les cas, c'est vraiment sous tous les, à différents niveaux. C'est la qualité, les besoins, etc. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Oui, voilà, moi, je rejoins là-dessus. Moi, c'est la même chose. Il y a d'autres personnes qui veulent, qui ont une. Ouais, moi je dirais que c'est leur point de vue là-dessus. C'est peut-être toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour limiter notre impact environnemental. D'accord, donc là, c'est déjà plus, assez pragmatique finalement. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il y a ça soulève déjà. Vous voyez que vous n'avez pas tous la même définition. Et moi, je vais vous présenter la définition institutionnelle, mais je pense que cette définition, elle évolue avec le temps, avec les enjeux, avec les circonstances. Donc moi, je vous fais un peu un espèce d'historique finalement de la naissance de ce concept. Et je pense que ce concept-là va évoluer. Peut-être que le terme changera un peu au fur et à mesure, je sais pas. Mais en tout cas, le contenu, vous verrez que c'est vous qui allez vous l'approprier et que finalement, les gens, après, utilisent finalement le contenu en fonction des objectifs qu'ils ont. Donc, finalement, des fois, derrière le terme, ce qui est important, c'est quels sont les objectifs qu'on a et bien verbaliser ces objectifs-là. Donc, c'est important. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir, à travers des mots, je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord et vous verrez avec ce que ça signifie. Et quand Julien présentait son projet RSE, souvent on associe RSE développement durable, mais vous voyez que finalement, à travers un projet, les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Et je trouve que là, il l'a très bien expliqué. Donc, c'est important. Ce n'est pas juste que si vous mettez sur le mot développement durable sur la table, faites attention aussi à quels sont vos objectifs et que vous soyez bien en raccord après par rapport à ça. Bref, moi, je vous présente, je vous dis ce que j'ai compris, moi, de ce développement durable et de son initiation, de son démarrage. Alors, je pense que ça commence par les questions environnementales qui ont émergé, on dit souvent, à la fin du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Ça a été un grand changement pour nos sociétés, notamment les sociétés développées, parce que ça vient quand même, quoi qu'il en soit, ça vient des sociétés développées, ce concept, et ça vient des États-Unis essentiellement. Donc, le mouvement environnementaliste, il est né là-bas. Et on a la révolution industrielle qui chamboule beaucoup de choses. On voit tout d'un coup qu'on exploite beaucoup les ressources naturelles et on les dégrade. Et donc, un des premiers à avoir révélé ça et avoir questionné un peu cette révolution et les méfaits déjà les dommages qu'ils commençaient à avoir, c'est Geoff Perkins Marsh et qui a écrit un premier livre, donc fin 19e. Et puis après,
il y a vraiment ces mouvements environnementalistes, et c'est encore une fois, c'est les USA qui ont démarré ces mouvements-là. Et il y a deux concepts. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on est encore dans ces deux concepts-là. Donc, c'est-à-dire que ça fait, et je ne pense pas que ce soit vraiment un débat qu'on tranche réellement. Quand on parle des développement durable, mais en tout cas, en termes politiques, vous voyez bien qu'il y a, quand on parle d'écologie, les idées sont très différentes. Elles viennent de ces deux pensées-là. Vous avez tout d'abord Gifford Pinchot qui, lui, a une vision utilitariste des ressources naturelles. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on puisse produire, mais il va falloir faire attention aux dommages, ça s'appelle les externalités négatives que la production, notre mode de production conduit. Et donc, il se pose la question de se dire comment faire pour produire et pas dégrader notre environnement. Mais quoi qu'il en soit, il a une vision utilitariste de l'environnement. Donc ça, c'est les mouvements qu'on appelle conservationnistes. Et puis, d'un autre côté, vous avez John Muir qui, lui, dit « Mais en fait, la nature, elle n'est pas censée être une ressource qu'on utilise et qu'on épuise. C'est une chose en tant que telle qui doit exister et on doit la préserver. » Donc, vous voyez bien vraiment les deux enjeux qui sont complètement différents. Il y en a un, c'est un bien et on l'utilise. Donc, voilà, le côté productiviste, mais en essayant d'être le moins délétère possible. Et il y en a un autre qui dit, non, la nature, elle est ce qu'elle est, elle doit exister pour ce qu'elle est, elle n'a pas besoin d'être utile pour avoir le droit d'exister. Voilà, donc vous avez ces deux pensées-là. Et celui à l'heure actuelle qui prédomine, je pense, dans nos modes de pensée, en tout cas au début du 19e siècle, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore lui qui prédomine, c'est Pinchot. Et il avait d'ailleurs pas mal influencé Roosevelt à l'époque. Et Roosevelt, donc c'est peut-être un des premiers hommes politiques qui avait évoqué la question environnementale, enfin, la question des problèmes environnementaux. Et il avait fait un discours, voilà, début du siècle. Il pose déjà la problématique des besoins du peuple et puis par rapport après aux quantités de ressources qui sont utilisées. Il voyait bien qu'il y avait une problématique à un moment donné qui était présente. Et donc, il a fait ce discours pour dire, mais attention, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à réduire notre capacité à la croissance de la population. Donc, il y avait peut-être des idées un peu malthusiennes là-dessus, mais il questionne le niveau de vie, la quantité des ressources naturelles qu'il va falloir préserver. Et ça, c'est le mouvement conservationniste. Et puis, le côté préservationniste, c'est les parcs nationaux. Et le premier parc national qui a été créé aux États-Unis, c'est Yellowstone, fin 19e. Donc, vous voyez, c'est quand même très ancien. En France, nous, le côté préservationniste, c'est nos parcs nationaux qui ont été créés bien plus tard, c'est plutôt dans les années 60. Donc, vous voyez, les États-Unis ont lancé un mouvement et il arrive en Europe presque 70 ans après. Et après, donc vous avez ça, c'est le début du siècle, et puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça a un peu changé la donne parce que derrière, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais la question environnementale est passée au second plan parce que après, ça a été reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et là, derrière, il y a eu la question du développement qui s'est mis en place. Et la question environnementale a été vraiment reléguée au second plan. Et donc là est apparue la philosophie du développement. Donc, vous voyez que dans l'histoire du développement durable, il y a l'histoire du développement. Et le développement, il est né avec la reconstruction, je vous dis, européenne et les Trente Glorieuses. Et donc, c'est aussi les Trente Glorieuses, c'est le modèle productiviste qui émerge, soutenu par les États-Unis, vous le savez, avec le plan Marshall, qui veut aider l'Europe à se reconstruire, donc avec toutes les aides financières proposées. Et puis aussi avec un modèle de société proposé qui est le modèle de la société de consommation. Et donc, en 30 ans, les besoins primaires ont évolué, puisqu'on a commencé à dire que les besoins, ce n'était pas juste se nourrir et se loger, mais c'était aussi à un moment donné avoir des biens de consommation. Donc, et on est passé d'une société, on va dire, un peu traditionnelle à la société de consommation 40 ans après celle des États-Unis. Avec notamment, je vous dis, le plan Marshall. Et ça, c'est vraiment le développement. Donc, ce qui a après créé aussi le lien entre les États
et suite à la Seconde Guerre mondiale, c'était les Nations Unies, ont été créées pour justement préserver la paix, mais aussi créer de la coopération entre les pays développés et les pays sous-développés. À ce moment-là, c'était l'Europe qui avait besoin de se développer, les États-Unis, a besoin de se reconstruire, et donc les États-Unis les ont aidés. Donc, le développement, ça a été ce concept-là de développement finalement économique, j'ai envie de dire, qu'on a associé après au progrès. Et les progrès techniques, eh ben, là, c'est des grosses constructions. Donc, c'est vraiment un boom en avant par rapport à ce que les pays connaissent, vivent. Les modalités de vie, hein, c'est les grosses industries, des routes qui ont été construites partout, c'est des ouvrages. Donc, il y a des progrès technologiques qui ont été incroyables pendant ces années-là, qui ont vraiment bouleversé notre mode de vie, mais de façon extrêmement rapide. Et parallèlement, vous avez ces constructions, ces modes de vie, il y a une industrialisation qui est majeure et qui a pris tous les pans de notre vie. L'industrialisation, elle est maintenant dans le monde alimentaire et pas que de l'industrie, on le voit dans le monde aussi de la santé. Je veux dire, il y a tout un concept d'industrialisation qui a été réalisé. Et puis, donc ça, c'est vraiment les 30 Glorieuses. Et en même temps, il y a le boom démographique. Donc ça, c'est important. La population, elle a, vous voyez, à partir des années 50, bim, elle a explosé avec 7 milliards de personnes, je crois, dans les années 90. Donc, il y a eu des bouleversements d'une rapidité jamais vue auparavant au niveau mondial, dans les pays qu'on appelle développés, surtout quand même, donc Europe et États-Unis, avec après aussi une consommation de matières primaires, primaires, majeur. Donc, ça a été un vrai bouleversement. Et forcément, quand il y a des changements qui s'opèrent à cette échelle-là, que ce soit au niveau démographique, que ce soit dans les modes de production, dans les modes de vie finalement de tout à chacun, il y a eu des conséquences qui se sont encore plus amplifiées que celles qui avaient eu lieu au moment de la révolution industrielle de la fin du siècle précédent. Et donc là, on commence à avoir des catastrophes à une échelle aussi très importante, bien plus importante que celle qui avait été vue par les environnementalistes et les botanistes de la fin du 19e. Et donc, pour ne pas citer, il y avait eu la pollution dans une baie de Minamata au Japon, où il y avait les pêcheurs qui avaient été tous intoxiqués à cause d'une dioxine. Vous avez eu les marées noires qui sont première catastrophe avec les marées noires. Voilà. Donc, ça a commencé à impacter à un moment donné la société, parce qu'ils se sont dit, tiens, cette industrialisation, cette société de consommation, quand ça déraille, ça a des conséquences dramatiques et catastrophiques. Et puis, ça, c'est d'un côté, c'est les côtés, on va dire, négatifs. Et à côté de ça, la recherche s'est aussi beaucoup penchée sur les écosystèmes qui étaient pas encore où les connaissances étaient encore très limitées. Et donc, de plus en plus de chercheurs ont regardé justement les conséquences sur les écosystèmes de ces 30 Glorieuses et de cette société-là, de ces modes de production. Et notamment, il y a Rachel Carson, qui est vraiment une personne qu'on cite souvent dans nos courses de développement durable, parce qu'elle a montré que le DDT, donc c'était un pesticide qui était reversé par une industrie dans un fleuve, avait des conséquences terribles sur les oiseaux derrière, et après, ça rentrait dans la chaîne alimentaire. Et donc, elle a écrit un livre, Silent Spring, qui est dans les années, donc début 60, dans les 1962. Et donc, ça a été un des livres qui a vraiment marqué son temps et qui a fait vraiment... qui a montré qu'il y a un moment donné, il fallait se questionner à un moment donné sur cette industrialisation qui était en train de se produire et qui était sans limite, sans considération pour l'environnement, pour les conséquences qu'on ne cherchait pas à mesurer. Et on exploitait finalement l'environnement sans questionnement et sans conséquence. L'essentiel était d'être dans une productivité majeure, maximale. Alors là, je me suis trompée. Alors, attendez. Tac.
Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un groupe de réflexion pluridisciplinaire qui s'appelle le Club de Rome, où il y a des économistes, mais aussi des scientifiques qui ont commencé à réfléchir sur les conséquences de les conséquences de notre société moderne. Et ils ont sollicité du coup des chercheurs du MIT pour réfléchir un peu sur qu'est-ce qui se passait, à quoi conduisait cette société, cette révolution, ces 30 glorieux, je ne dirais pas cette révolution industrielle, mais cette société de consommation. Et eux, ils ont étudié, du coup, justement, ils ont analysé plusieurs facteurs, plusieurs écosystèmes, et il y en a 5. Il y a la population. Je vous ai dit, il y a eu une croissance exponentielle de la population. Et ils ont gardé aussi, à un moment donné, la croissance économique. Ils ont gardé aussi l'alimentation. Ils ont regardé aussi le taux de pollution. Et puis, je ne sais plus le 5e élément, ça me reviendra. Les ressources naturelles, voilà. Et ils ont regardé comment les choses évoluaient. Et ils ont fait des scénarios après, en fonction de ce qu'ils avaient vu et après en fonction des projections. Et là, ils se disent qu'il y a un moment donné, d'augmenter la croissance démographique et la croissance industrielle, la production industrielle, conduit forcément à un moment donné à une augmentation de la pollution, à une raréfaction des ressources naturelles et du coup, à un moment donné, à une alimentation qui va s'appauvrir. Et donc, ils disent à un moment donné, tout ça, ce n'est pas possible, on va aller droit dans le mur. Donc, ils ont sorti Limit to Growth, qui est un livre qui a quand même aussi été extrêmement marquant au niveau médiatique. Il a été très médiatisé. Et ça reste un élément en termes de recherche développement durable qui est vraiment majeur. Alors, ça a été pas mal critiqué sur la méthode, de se dire, finalement, est-ce que leurs modèles, parce que c'est des modèles aussi prévisionnistes, sont bien faits. Alors, il faut savoir qu'après, il y a eu 2 rapports consécutifs à ce rapport-là, mais il y a une relecture finalement de ce qui avait été conclu dans ce rapport-là. Et on retrouve dans les deux, donc c'était dans les années 2004 et je crois même il y a 5-6 ans, et on retrouve à peu près quand même les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la croissance, la production et la croissance démographique amènent à un moment donné à des ressources naturelles qui s'appauvrissent et après, derrière, une population qui va avoir des problèmes d'alimentation, des conditions de vie qui vont se dégrader et à un moment donné, une population qui ne pourra pas vivre dans de bonnes conditions et donc qui va décroître. Et c'est ce qu'on voit sur le schéma. Vous voyez, à un moment donné, vous avez un pic et puis après, il diminue. Ils n'abordent pas trop ici la question de se dire est-ce qu'en termes des ressources énergétiques, on va à un moment donné arriver parce qu'il y aura un maximal aussi et qu'on n'aura plus après de ressources, notamment au niveau du pétrole, des choses comme ça. Ce n'est pas trop leur sujet. En tout cas, derrière ça, ils proposent des choses et ils disent probablement que la croissance, il va falloir revoir que la croissance, elle va devoir devenir nulle. On ne peut pas continuer à produire de plus en plus. Il va falloir stabiliser la démographie. Et puis après, les investissements, il faudrait les réorienter sur des choses qui ne sont pas des choses matérielles, mais immatérielles, comme l'éducation, comme le bien-être, le loisir, des choses comme ça, la culture, l'art. Voilà. Et il parle aussi de répartition des richesses, notamment. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui sont encore tout à fait d'actualité et que ça pose exactement la question qu'on peut toujours se poser sur comment se développer, quel est le modèle de notre société à l'heure actuelle. On parle toujours de croissance économique, on reste quand même toujours sur ce paradigme-là. Et je pense que le développement durable, c'est se questionner sur ce paradigme-là. Voilà, donc c'est ce que je disais. Là, c'est des phrases que j'avais repris de cet ouvrage-là, où il dit, je vous ai dit, la population et le capital sont les seules grandeurs qui doivent rester constants dans un monde en équilibre.
toutes les activités humaines qui n'entraînent pas une consommation déraisonnable de matériaux irremplaçables et qui ne dégradent pas d'une manière irréversible l'environnement pourraient se développer indéfiniment. En particulier, les activités, donc je vous ai dit, éducation, art, religion, voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est quand même, voilà, c'est 1972, ça a 50 ans, tout ça. Et il parle après de la prise de conscience des limites matérielles de l'environnement. On en a de plus en plus conscience, mais on est loin d'en avoir, à un moment donné, de l'avoir intégré dans notre vie de tous les jours et gestes de tous les jours. Voilà, mais prise de conscience, donc des limites, des conséquences tragiques d'une exploitation qui est irraisonnée des ressources. Et il y a un moment donné, il va falloir qu'il y ait une émergence de nouveaux modes de pensée. Et je pense qu'on vit ces choses-là. C'est-à-dire que eux, ils sont aux prémices de tout ça. Mais pour l'instant, les nouveaux modes de pensée sont en train de se construire. Il y en a qui sont plus ou moins avancés, mais je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Mais on fonctionne encore à l'heure actuelle avec avec encore des anciens paradigmes. Voilà. Alors, le développement durable, ça reste un concept qui a été créé par les Nations Unies. Et s'il y a bien une institution qui a vraiment envoyé un message fort, ça reste donc les Nations Unies. Et ils ont d'ailleurs, c'est eux qui ont commencé à intégrer la question de l'environnement à la question du développement. Donc, c'est ce que je vous disais, au départ, les Nations Unies, ça a été une instance qui a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale, qui, au départ, se voulait protéger la paix, enfin, œuvrer pour la paix, puis après, œuvrer pour le développement de tous les pays, notamment les pays nord avec les pays sud, la collaboration, où après, il y a un moment donné, c'était les pays avec la guerre froide, les pays de l'Est et de l'Ouest. Et dans les années 70, ils ont intégré la question environnementale. Et donc, tout doucement, on voit apparaître que le développement n'est plus juste un développement du progrès humain, mais l'environnement commence à rentrer, la question de l'environnement est intégrée au développement. Mais vous n'avez pas encore le terme développement durable qui est en tant que tel nommé. Et là, ils ont créé le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, c'est important parce que c'est ce programme des Nations Unies pour l'environnement qui, quasiment donc en 2015, a lancé, et je vous en parlerai demain, les objectifs de développement durable. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est des instances qui fonctionnent toujours et qui créent des mouvements et des dynamiques autour du développement durable. Donc, ça reste que 50 ans après, le développement durable est toujours l'élément majeur pour les enjeux, en tout cas perçus par les Nations Unies. Et donc, la première fois que le terme développement durable est apparu, c'est en 1980. Ça s'appelle Stratégie pour la conservation du monde. Et là, c'est intéressant parce que c'est les Nations Unies, mais c'est également les ONG, parce qu'il faut voir que les ONG ont été créées dans les années justement 70 et c'est des acteurs extrêmement importants en termes de prise de conscience de l'écologie, des problèmes environnementaux. Et donc, vous voyez, vous avez WWF et World Wildlife Fund, et il y avait aussi les Amis de la Terre qui étaient présents. Et donc, le mot développement durable apparaît dans ce premier document dans les années 80, où ils reprennent un peu les idées du précédent, donc du rapport Meadows. Je n'ai pas dit que ça s'appelait rapport Meadows, celui du MIT tout à l'heure. Mais ils abordent moins la réflexion sur finalement qu'est-ce que c'est que le développement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une croissance ou pas. Ils disent plus qu'il faut qu'à un moment donné, on trouve un équilibre. Et finalement, la voie qui a été choisie, c'est la voie finalement du conservationnisme. Je vous rappelle tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait deux grands mouvements finalement au niveau environnemental. Il y a le mouvement de conservation et le mouvement de la préservation. Et ben nous, les Nations Unies ont choisi d'intégrer plutôt la question environnementale dans le côté conservation, c'est-à-dire le côté finalement assez utilitariste. Et donc, c'est le développement durable du rapport Brundtland. Donc, est-ce que ça, c'est un rapport que vous connaissez? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu le nom de ce rapport-là.
il y a les rapports, voilà, pour le développement durable, on parle du rapport Mido, donc en 72, et puis du rapport du développement durable de Brundtland en 87. Donc, vous voyez cette femme qui est la ministre norvégienne qui avait été, donc c'est les Nations Unies qui lui ont dit qu'il fallait qu'elle fasse un travail sur justement la question du développement au niveau international. Et elle a intégré la question environnementale. Et donc, elle l'a intégré en disant qu'il fallait qu'on trouve un équilibre entre le développement et l'environnement. Et donc, c'est tout le concept du développement durable. Ça veut dire qu'il faut continuer, qu'il faut qu'il y ait une croissance, mais que cette croissance, elle prenne en considération l'environnement. Mais on ne remet pas finalement en question la croissance. Il faut vraiment continuer cette croissance de la même manière. Voilà. Donc, ce rapport-là est important parce que il a défini, il donne cette définition pour la première fois du développement durable. Et donc, c'est souvent cette définition-là qu'on entend. Et vous en avez parlé tout à l'heure, hein, Lucie Maud. Vous avez dit à un moment donné les générations présentes vis-à-vis des générations futures. Donc, la définition, c'est exactement ça, celle qui a été voilà, qu'on connaît tous, hein, et on se base souvent là-dessus. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Vous voyez que là, finalement, on se dit qu'il faut agir maintenant pour le futur, parce qu'on imagine que pour le futur, les choses n'iront pas bien si on continue à faire ça maintenant. Moi, j'ai l'impression que ce futur, il se rapproche de plus en plus. Et peut-être que si on réfléchissait à la question du développement durable, c'est aussi notre présent qui doit être, qui est, je pense, à l'heure actuelle, impacté et pas que les générations futures. Donc, c'est intéressant cette question de génération future, mais parce qu'en effet, je pense qu'il y a des réflexions qui doivent se faire à long terme, mais je crois que l'impact devient de plus en plus présent à nos yeux. Voilà. Donc, en fait, on voit que en tout cas, c'est une idée, c'est un concept, et c'est une réflexion, et ça reste, quoi qu'il en soit, important, parce que quand on lit ce terme-là, on voit qu'il y a une solidarité qui est en tout cas intergénérationnelle. Donc, c'est une solidarité qui est internationale et intergénérationnelle, puisqu'on dit, nous, maintenant, on est responsable de quelque chose pour ceux d'après. Donc, c'est ça aussi derrière qu'il y a comme principe et comme valeur qui est sous-tendu par cette phrase. Les années 80, c'est des années importantes parce que la question environnementale, je vous dis, elle est en tout cas formalisée à travers le développement durable avec ce rapport Brundtland. Et puis, il y a le premier rapport du GIEC, et ça, je pense que vous en avez probablement entendu parler. Donc, il a été créé dans les années 88 et c'est un groupe aussi pluridisciplinaire, beaucoup de scientifiques, mais de plus en plus, ils intègrent des économistes et qui fait le point sur les conséquences, sur la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Et ils font des rapports, alors tous les 5-6 ans. Là, le dernier il date de 2021, c'était le 6e. Et c'est important parce que ça fait vraiment référence et tout le monde s'appuie maintenant sur ce rapport-là pour voir quelles sont les conséquences. Et en plus, ils font maintenant des projections sur quelles vont être les conséquences de notre fonctionnement, de notre mode de vie à l'heure actuelle d'une économie mondialisée et productiviste dans les années à venir. Et ce qui est intéressant aussi avec le GIEC, vous pourrez les regarder parce qu'ils sont traduits en français, donc c'est plus facile à lire quand même. Alors, c'est des gros pavés, mais ils parlent également aussi des solutions, en tout cas des actions qui seraient menées, qui seraient nécessaires à faire. En tout cas, c'est des propositions. Et il y a deux choses qui sont souvent deux façons de voir les choses. Il y a l'atténuation et l'adaptation. Donc, c'est à un moment donné se dire comment faire pour diminuer notre impact et après comment s'adapter aux impacts qui sont déjà existants. Donc, voilà. Et ça, ils ont introduit ces éléments-là au fur et à mesure de leur rapport. C'est très intéressant. Après, c'est des visions très internationales, mais c'est très inspirant aussi pour nous. Après, à nous de les décliner au niveau local. Je continue avec la vie du développement durable. Encore une fois, il est essentiellement porté par les instances internationales. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Donc après, il y a eu Rio en 1992, donc finalement 20 ans après le rapport Mido, hein,
donc le rapport du MIT. Donc, lui, il consacre le développement durable et après avoir donné une définition finalement, je vous ai dit un peu littéraire tout à l'heure, hein, de la préservation pour les générations futures, là, il en fait une déclinaison finalement pragmatique. Donc ça, c'est intéressant, avec ces fameux 3 piliers dont je vais parler tout à l'heure. Et puis, il y a l'agenda 21 aussi, parce que non seulement il en donne une définition pragmatique, mais en plus, il donne un plan d'action avec voilà, un agenda où vous avez tout un programme d'action à mener. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans cette conférence, c'est qu'ils ont intégré des acteurs, c'est-à-dire que là, ce n'est pas juste les gouvernements qui sont présents, ils ont intégré aussi à nous, les ONG dont je vous avais parlé, mais là, tout d'un coup, les ONG, on voit au chapitre. Et donc, les ONG ont eu un rôle majeur parce que c'est elles qui ont permis de diffuser auprès de la société le concept de développement durable à travers leur organisation. Donc, parce qu'elles avaient des réseaux, donc elles ont pu permettre, parce que les Nations Unies, eux, ils ont des documents, mais ils sont quand même un peu fastidieux, voilà, alors que là, le réseau associatif, le réseau des organisations non gouvernementales a permis de diffuser ça au niveau local, au niveau national et au niveau international. Donc, ils ont eu vraiment ce rôle de diffusion du concept. Voilà. Le terme aussi pensée globale, agir local, il vient aussi de cette période-là. Et je vous parlais de démocratie participative. Je crois que c'est très intéressant aussi. On parlait de développement durable. On en reparlera probablement au cours de tout ce diplôme universitaire. Mais le côté participatif et collaboratif est essentiel. Je pense que quand vous parlerez de vos projets, quand on vous parlera, nous aussi, de nos projets, et de toute l'aventure finalement du groupe développement durable, de la SFAR, des choses comme ça, c'est extrêmement important ce côté participatif, collaboratif. Et je crois qu'on met vraiment parce que ça fait partie de la définition de faire participer les gens en tant que ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc après, c'est tous des termes un peu techniques, entre guillemets, mais vous familiariserez avec ces éléments-là. Et après, c'est que des éléments de langage finalement. Mais après, finalement, derrière, c'est de l'intelligence collective et on se rend compte qu'à un moment donné, la question du développement durable, elle est tellement systémique qu'il est nécessaire qu'un maximum de personnes soient intégrées à vos projets. Donc, c'est très difficile de mener un projet seul et il faut être, très clair sur les objectifs que vous avez, je vous les redis, pour que vous puissiez partager tous ensemble le même objectif et deux, qui est le plus participatif. Et vous voyez que ce ne sont pas juste des mots, ce sont des valeurs et que là, cette instance internationale met en place cette démocratie participative en intégrant les ONG. Et vous avez entendu peut-être qu'après, derrière, quand il y a eu les autres COP derrière, des fois, les ONG étaient reléguées à plusieurs kilomètres de là où se passaient les débats. Donc, justement, le côté participatif, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut qu'on se batte et c'est extrêmement important. Voilà. Donc, je vous parlais des 3 piliers développement durable. Donc, après avoir dit, il y a la définition finalement littéraire et puis, il y a le concept d'un point de vue pragmatique. Alors, et ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on utilise beaucoup. Alors après, il y aura un cours qui vous parlera probablement un peu plus de ça. Mais c'est vrai que quand vous allez expliquer après qu'est-ce que c'est que le développement durable, la définition, quand vous la dites, voilà, c'est faire attention pour les générations futures, tout en faisant nos vies de tous les jours, en se souciant du futur. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et donc là, il y a ces 3 piliers. Et je vais te dire que finalement, les 3 piliers doivent être intégrés. Vous voyez cette rosace comme ça, avec ces 3 cercles qui s'entrecroisent. Et il y a des choses qui, voilà, ils ont la même taille. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent être considérés de la même manière, de la même façon. Et donc, on a le côté écologique. Donc, tu disais, Lucille, moi, j'ai commencé à penser développement durable, je pense tout de suite écologie. Et en effet, je crois que ça reste quand même le cœur le démarrage. C'est le côté essentiellement environnemental, écologique, qui est souvent l'élément porteur au départ. Après, on dit qu'il y a le pilier économique.
C'est-à-dire, ben oui, on est dans une activité économique, mais économique ne veut pas dire croissante, donc il faut être vigilant à ça. Donc après, c'est tout un autre débat, mais je vous en ai quand même parlé un peu au fur et à mesure. Et il y a le volet social. Et ça, on en parle un peu moins. Ce n'est pas quelque chose qu'on intègre forcément dans le développement durable. Or, c'est un sujet, c'est vraiment toute une entité à part entière. Et après, vous voyez, le côté durable, c'est ce qui est, comment dire, ce qui est central à ces 3 sphères. Et puis après, derrière, il y a le côté, il y a ce qui est décliné. Donc, le côté équitable, c'est de dire que vous avez une répartition qui doit être, donc pas égalitaire, mais en termes d'équité. Donc, il y a un principe de proportionnalité au niveau des répartitions des richesses. Mais en tout cas, il y a une réflexion sur la répartition. Le côté écologique et économique, on dit c'est viable, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, comme on est dans une activité économique, est-ce qu'elle est pérenne finalement? Et le côté vivable, c'est vraiment le côté écosystémique entre l'humain et l'écologie. Est-ce que finalement, votre environnement est préservé ou est en train de s'améliorer ou en train d'être dégradé? Donc, c'est les 3 E, économie et équité. Donc, vous reverrez ce schéma vraiment, vous voyez, donc là, c'est en mode RSE. Donc, la RSE, c'est quoi? C'est finalement la transcription de ce concept de développement durable au niveau d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, quand on parle de l'entreprise, on parle de responsabilité sociale des entreprises. Et Julien en a parlé tout à l'heure. Et RSO, c'est pour la responsabilité sociétale ou sociale des organisations. Et donc, vous voyez, après, on commence là, vous voyez, là, c'est plus sur le question santé. Et donc, vous voyez, vous commencez à préciser un peu plus, vous personnalisez finalement ce concept-là, ces 3 piliers, au domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, si vous prenez votre activité, vous prenez vos 3 piliers et vous regardez et vous mettez après, finalement, à quoi ça correspond le côté environnemental dans votre activité, le côté social, le côté économique, et regardez qu'est-ce que ça croise. Voilà, c'est un des outils pour pouvoir après travailler et conceptualiser après votre projet. Parce que votre projet, quand vous dites que c'est un projet de développement durable, vous pouvez le proposer avec ces éléments-là. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, je pense que vraiment le cours sur la RSE sera intéressant parce que vous voyez que le développement durable par rapport à ses objectifs et la RSE qui est des fois probablement très normative, très réglementaire et le côté labellisation, après, c'est se dire est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est bien? Ou il y a un côté un peu greenwashing? En tout cas, il faut savoir que les entreprises, depuis maintenant plusieurs années, en tout cas celles d'une grande envergure de plus de 500 personnes, doivent écrire leur rapport, leur RSE, et les hôpitaux aussi doivent le faire. Donc, vous pourrez regarder si votre hôpital l'a fait, puisque tous les établissements publics sont censés devoir le faire. Donc, il y en a qui l'ont mis en accès libre, d'autres où c'est moins évident, mais ils sont censés avoir fait ce rapport-là. Vous verrez que les entreprises aussi, les grosses entreprises multinationales, sont censés avoir fait leur RSE et ils sont normalement accessibles sur Internet. Et vous pourrez regarder, c'est intéressant aussi à lire. Voilà, donc le développement durable, j'ai mis que c'était aussi un peu un concept fourre-tout parce qu'en fait, finalement, quand vous allez reprendre ces 3 piliers, vous dites c'est quoi l'environnement? Après, ça devient très large en fait. Si vous dites moi, je m'intéresse à la biodiversité, ça va être le pilier environnemental. Si vous parlez de la question énergétique, vous allez parler aussi de questions environnement, déchets, pollution, déforestation. Donc, vous voyez, c'est à un moment donné, quand on rentre sur des questions, en tout cas qui ont trait à ce concept-là, vous avez, c'est quand même c'est très, très large comme thème. Enfin, les thèmes qui peuvent rentrer dans ce concept-là sont très larges. Sur le côté social, on parle de discrimination entre les sexes, avec l'handicap. Ça peut être entre les âges, il y a la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, l'éducation. Donc, tout ça, ça fait partie aussi du développement durable. Et puis après, l'économie, c'est plutôt des questions de découplage de croissance économique et de consommation. Donc, des modèles de production, des modèles de consommation, de transport, des choses comme ça. Donc, ça, c'est tous ces termes-là. Donc, vous voyez, c'est très…
je pense que le fait d'avoir ces 3 piliers sont intéressants parce que ça permet à un moment donné de, encore une fois, de cadrer le message après que vous allez, votre projet et de voir comment il s'intègre et en quoi il peut être durable et intéressant pour ces 3 sphères-là. Je continue après sur le côté un peu… C'est moi. Oui. Florence, c'est Barbara. Quand on parle de RSE pour les établissements publics, on appelle ça aussi RSE. Ça s'appelle RSO. RSO. Pour les organisations, oui. D'accord. Donc et pour les entreprises, pour l'hôpital, oui, ils disent RSE. D'accord, RSE. Ok, merci. Et il y a beaucoup… Oui, il y a des… C'est uniquement pour les entreprises, en fait, le RSE. Donc, et les établissements aussi. Oui, entreprises, établissements, collectivités. Normalement, après, les entreprises, les établissements publics doivent être normalement exemplaires et doivent faire aussi leur RSE. D'accord, merci. Je reviens un peu sur le côté des instances. Donc là, je vous ai dit voilà, je vous ai parlé de Mido, de Brundtland, de l'agenda 21 avec ses 3 piliers. Et les Nations Unies continuent derrière. Alors, vous voyez que tout ça, on porte un concept, on porte un programme, mais c'est signé, mais ce n'est pas contraignant. Il y a un engagement, entre guillemets, mais après, derrière, donc les États signent, mais il n'y a pas de contrainte derrière. Et là où il y a un changement un peu, c'est avec le protocole de Kyoto, parce que là, c'est la première fois où on donne un objectif chiffré à atteindre. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que je pense que c'est aussi c'est un peu notre démarche aussi qu'on peut avoir, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir des idées, mettre en place des projets. C'est ce que vous ferez. Donc, quand les gens, à un moment donné, s'engagent. Et puis, à un moment donné, vous lui dire, oui, mais est-ce que je suis efficace ou je ne suis pas efficace? Et en fait, il y a un moment donné, avoir un objectif. Et je ne suis pas toujours pour que les choses soient chiffrées, mais je pense que c'est important qu'à un moment donné, un objectif soit commun et nommé parce que c'est vraiment la ligne de mire à un moment donné à atteindre. Et si elle reste trop confuse ou trop floue, vous verrez que vos projets auront du mal à avancer. Donc, voilà. Et je trouve que le protocole de Kyoto a compris des années d'avant que, il y a un moment donné, parler des développement durable, c'était bien. Tout le monde dit, oui, c'est un beau principe, c'est un beau projet, c'est une belle utopie finalement, mais dans les faits, il y a peut-être les choses n'avancent. Il y a des choses qui se font, mais elles n'avancent pas suffisamment vite. Alors que là, à un moment donné, on dit non, là, il faut vraiment qu'il y ait une réduction qui se fasse à tant de % pour telle année. Donc maintenant, on y va. Donc, et là, je pense que c'est vraiment à un moment donné important de le noter. Après le développement durable, il y a d'autres… c'est marqué que c'est instable. Je parle de ça, de ce que ça a pu aussi… comme idée derrière, et je parle de ces concepts-là dans ce cours parce que je pense que c'est des termes aussi qui font partie un peu du champ lexical du développement durable. On parle de l'anthropocène. Donc ça, c'était donc Paul Joseph Crutzen qui a eu un prix Nobel et qui a formalisé ce terme-là. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on veut faire de la sensibilisation et qu'on veut faire comprendre les choses aux gens, il y a un moment donné, c'est bien aussi de parler de faits, d'événements. Et l'anthropocène, le mode de vie de la population humaine est devenu une force géologique tellement importante qu'elle modifie l'évolution des autres écosystèmes. Et donc, c'est ça l'anthropocène. Et donc, c'est important parce que ça veut dire qu'à un moment donné, nos modes de vie doivent être repensés parce qu'on est en train de transformer les autres écosystèmes à l'échelle de la géologie, de l'ère géologique. Donc, ça, c'est très important parce que c'est de se dire, voilà, donc vous voyez les bilans des espèces qui sont en train de s'effondrer, vous avez plein de paramètres, et là, je pense qu'il y a plein d'articles de journaux qui font l'écho de la dégradation environnementale auquel on assiste. Donc, l'anthropocène, c'est un élément important parce que du coup, la responsabilité, elle est quand même bien
mis quand même sur nos modes de vie, le mode de vie humain que les sociétés ont choisi. Et puis, à côté de ça, il y a l'IDH, et ça, je trouve que c'est intéressant, 90, et à la fois, il commence à être intégré tout doucement dans nos politiques. Donc, vous voyez, il faut 40 ans pour qu'un concept, des fois, rentre dans la politique. Et en tout cas, c'est d'intégrer au PIB des éléments qui ont trait au bien-être et aussi voilà, au bien-être. Donc, pour dire que ce n'est pas juste le côté économique qui est important, c'est aussi d'autres valeurs. Et l'IDH est en train de le prône avec donc l'espérance de vie à la naissance, l'éducation. Donc, vous voyez, il y a cette composante un peu, le pilier un peu social finalement du développement durable. L'espérance de vie, on peut imaginer aussi que les conditions environnementales ont un impact sur l'espérance de vie à la naissance. Et je crois que l'IDH a été, maintenant, il y a depuis quelques années, il y a un IDHI qui a été un petit peu changé. En tout cas, on n'est pas juste maintenant sur des évaluations purement économiques. Comme à l'hôpital, on parle de médico-économique, tout d'un coup, on faudra parler un jour de médico-économique et écologique. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qui, voilà, c'est intégrer d'autres critères aux seuls critères qu'on utilise des fois pour évaluer les choses. Donc, je trouve que l'IDH, en ça, il est intéressant de ce point de vue-là. Johannesburg, j'en reparle parce que ça, c'est un autre grand moment des Nations Unies pour le développement durable. C'était en 2002. Je le marque parce que je trouve qu'il est intéressant, notamment parce qu'il y avait la phrase mythique de Jacques Chirac qui disait « La maison brûle, mais nous regardons ailleurs ». Voilà, donc ça veut dire que là, à un moment donné, la France était très impliquée aussi dans cette question-là. Et le sera encore plus après le Grenelle, mais ça sera le cours d'Olivier Thomas. Mais c'était un moment aussi important. Et alors, qu'est-ce qui a été important aussi à Johannesburg? C'est qu'ils ont intégré aussi les entreprises. Vous voyez, tout d'un coup, on intègre de plus en plus d'autres acteurs. Et là, on a dit, le développement durable, OK, il y a les instances internationales. Ça, c'est important parce que c'est elles. Et je trouve que c'est finalement un peu ce qu'on vit aussi à l'hôpital. À un moment donné, il faut qu'il y ait l'instance générale qui dit, nous, on s'engage dans le développement durable. Oui, mais alors après, il faut le diffuser autour de nous. Là, vous avez les ONG qui interviennent. Et après, il y a les acteurs de terrain. Et la solution, à un moment donné, qui doit être trouvée, vous avez bien vu, vous êtes tous du terrain, vous voyez qu'il y a des choses à un moment donné qui se passent, qui vous questionnent, vous dites, il y aura peut-être des solutions, je ne les ai peut-être pas toutes, mais en tout cas, c'est aussi nous qui devons trouver les solutions. Et on a besoin après des instances pour nous aider, voilà, pour connaître les moyens politiques, financiers, de ressources humaines, de compétences. Mais les acteurs de terrain, c'est important. Et là, à Johannesburg, ils ont fait rentrer les entreprises en disant, vous, les entreprises, vous devez aussi être porteuses du développement durable et vous devez aussi prendre part à ce mouvement-là. Et vous devez proposer aussi des solutions et changer votre mode de production. Donc, c'est intéressant ça. Par contre, le petit truc, c'est que du coup, les ONG ont été un peu reléguées pendant cette conférence-là, donc elles n'étaient pas très, très contentes. Voilà. Puis après, il y a je parle forcément de Paris, la COP21. Je pense que c'est important parce qu'en fait, il faut voir que dans nos instances, dans ce qui se passe, l'actualité, qu'elle soit politique ou l'actualité tout court, elle peut être porteuse après à un moment donné, elle peut être aidante dans nos projets. Et je pense que le fait que la France soit organiser cette conférence-là, et voulait absolument qu'il y ait un accord engageant, pareil, encore une fois, qui est chiffré. C'était important et ça lance une vraie dynamique et ça fait que la France a quand même un engagement supplémentaire aussi, puisqu'elle a été, la conférence de Paris, c'est-à-dire que Paris s'engage aussi à un moment donné à rentrer dans des objectifs de limitation du réchauffement climatique. Et donc, vous savez que là, c'était moins de 2 degrés pour 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle.
Et donc, voilà, je vous remets juste ce petit schéma. C'est intéressant de voir, voilà, grosso modo. Donc là, le développement durable, ce n'est pas que le réchauffement climatique, hein, mais vous voyez, nous, l'Union européenne, c'est 10% des émissions. La Chine, c'est beaucoup. Et puis les États-Unis aussi, pas mal. Donc, voilà, chacun a une partie à une responsabilité par rapport aux émissions qu'ils font. Et donc, du coup, ils avaient demandé à un moment donné, pareil, à chaque pays de dire quels étaient leurs programmes, leurs projets et leurs objectifs, pareil, chiffrés, pour pouvoir atteindre cette limitation du réchauffement climatique. Et donc, vous voyez, après, chacun fait un peu ce qu'il veut, hein, 2030, 2050. Nous aussi, on a changé aussi nos projets au fur et à mesure, moins 25%, moins 40%. Donc, bon. Mais en tout cas, et à un moment donné, ils se sont engagés, ils l'ont écrit. C'est déjà une chose après sur laquelle vous dites, ah bah tiens, il y a eu un engagement. Donc, encore une fois, ces engagements internationaux, des fois, on pourrait dire que c'est à des strates qui sont loin de nous, mais à la fois, c'est quand même des choses qui ont… nous, en tout cas, en France, on s'est engagé là-dedans. Donc, on peut se dire que tous les acteurs français, tous les citoyens, toutes les entreprises doivent s'engager dans des engagements qui ont été faits à l'échelle internationale. Voilà. 2015, c'est important, je vous ferai le cours après derrière, parce que suite à dans la même dynamique que l'accord de Paris, il y a eu les Nations Unies. Donc, je vous ai dit, de toute façon, c'est très états-unien, finalement, le développement durable. Ils ont… ils ont… ils ont construit les ODD, donc les Objectifs de développement durable pour 2030. Donc, pareil, vous voyez, je vous les présenterai demain. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'objectifs et vous avez une date qui est 2030 pour les atteindre. Voilà. COP26, c'était il y a moins d'un mois. Je laisserai Jeanne en parler. C'est intéressant parce que on aurait bien voulu suivre un peu plus ces choses-là parce que nous, à un moment donné, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y aura des choses qui vont être faites? Donc oui, il y a des choses qui ont été faites pour la santé. L'Angleterre, je crois, mais Jeanne en parlera mieux que moi, c'était vraiment un des objectifs de l'Angleterre qui organisait la COP26, de dire il faut que le sujet de la santé soit un sujet prioritaire dans le développement durable. Et donc, elle en a fait un sujet où elle a demandé à ce que des pays et à des systèmes de santé participent à cette réflexion-là et s'engagent également à agir, parce qu'on vous en parlera après, mais en quoi nous, le système de santé et la santé impactent l'environnement. Vous en avez parlé aussi à un moment donné, Maud a parlé d'impact, donc Julien, je ne sais plus, parler d'impact environnemental de notre mode de vie. Et ben, le système de santé a un impact environnemental. Et il y a de plus en plus d'articles qui sont écrits sur ce sujet-là, qui nous donnent des chiffres. Donc, on peut aussi prendre conscience, parce que tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on n'a pas forcément conscience de tout ça. Et voilà. Bon, la France n'a pas été la plus présente dans la COP26. C'est bien dommage, ce que j'en ai lu. Mais encore une fois, je laisserai Jeanne en parler. Voilà. Et je reparlais après des valeurs du développement durable. J'ai pas je vous ai présenté un peu, en tout cas moi, le cheminement que j'en ai compris de ce concept-là. Je pense aussi qu'il y a les valeurs que ça sous-tend. C'est ça qui me paraît important. Donc là, les premières valeurs, l'humanité, la planète, la prospérité, c'est ce qu'on appelle les 5 P. Donc ça, c'est les 5 valeurs qui sont portées par les Nations Unies. Donc, vous voyez, puisque les Nations Unies, c'est quand même essentiellement la paix, la faim dans le monde, les inégalités. Et ils ont intégré maintenant la préservation de la planète, voilà. Et le partenariat, encore une fois, c'est un travail qui est collectif, c'est l'intelligence collective, c'est toutes les parties prenantes. C'est bien comprendre qu'en fait, on ne peut pas travailler en silo et que c'est un travail commun. Voilà. Et je pense qu'à côté de ça, il y a d'autres principes qui ne sont pas cités, mais qui me paraissent importants, qui est vraiment une responsabilité, c'est cette notion de responsabilité. Et dans les actes et dans les actions à faire, il y a un principe de précaution quand même, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a quand même une part d'incertitude. Les choses qu'on voit, je vous ai parlé des rapports Mido, mais comme le GIEC, ce sont des projections.
comme toute projection, il y a des choses qui vont se révéler vraies, il y a des paramètres sur lesquels on n'a pas la main, et je pense par exemple que le Covid, personne ne l'avait prévu, et ça a eu des conséquences sur probablement des projections qui ont été faites. Dans les projections, on ne peut jamais savoir quel est le progrès, donc il y en a qui parient sur le progrès technologique, et voilà, mais on ne sait pas vers quoi des fois le progrès peut nous orienter. La solidarité, c'est un élément qui est extrêmement, me paraît-il, important, et la participation également. Encore une fois, c'est vraiment un élément primordial pour que les projets fonctionnent en termes… voilà. Je passe là-dessus. C'était un sujet un peu de dire est-ce qu'on peut dire un développement durable? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont durables et est-ce qu'un élément peut être durable? Il y en a qui disent bah oui, forcément, l'élément est durable. Et d'autres qui vont dire ben non, en fait, développement est toujours une entité qui bouge, donc il n'y a pas de durabilité. D'ailleurs, tous les écosystèmes changent et bougent. Donc voilà. Bon, c'est des débats un peu de fond. Je ne pense pas que ça soit vraiment le débat à l'heure actuelle qui me paraît être le plus intéressant dans l'histoire du développement durable. Je pense quand même que c'est la question de notre économie et de cette croissance économique. Et je pense que ça va être un vrai sujet qui n'est pas encore bien posé. Et je pense que ça, c'est un élément sur lequel de dire qu'est-ce que c'est que le développement. Et à l'heure actuelle, le développement est souvent associé à la croissance économique. Donc, ce serait une croissance économique durable. Et je pense que ça, c'est vraiment une question à se poser. Voilà. Donc, je dis développement durable, je me dis que c'est un peu un concept fourre-tout parce que finalement, voilà, on peut y mettre beaucoup de choses. Encore une fois, posez bien, vous, ce qui vous paraît important à défendre quand vous avez un projet de développement durable. Après, on va vous donner des outils qui ne seront pas marqués outils de développement, ça peut être des outils de développement durable, mais par exemple, les ODD se veulent être des outils justement pour aider à une démarche de développement durable. En tout cas, ça vous permet, je pense que c'est un élément important parce que ça guide une action politique et donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même intégrer la question environnementale et sociale à un moment donné à des actions, qu'elles soient politiques dans vos entreprises. Il y en a qui parlent d'écologiser l'économie. Voilà, donc en tout cas, je trouve que ça reste un élément qui est porteur quand même de sens, même si le sens peut paraître parfois est sujet à interprétation. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et je termine avec cette diapositive parce que je crois quand même que quand vous mettez développement durable, vous regarderez, c'est la petite diapo qui ressort le plus. Et je pense qu'en termes de concept, ça vous permettra toujours de vous recentrer si vous avez besoin de réfléchir à ça. Vous regardez cette petite, rosace et vous pouvez revoir finalement en quoi ça consiste, ce développement durable. Et vous voyez bien quels sont tous les paramètres et ce côté interrelationnel, imbriqué et systémique. Voilà pour cette introduction sur le développement durable. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou Moi, j'en ai un commentaire. Bravo. Je trouve que c'était très, très, très complet, Florence. Très fouillé et toujours agréable de t'écouter. Merci, Laure. Tu fais toujours des gentils commentaires, c'est très agréable de t'écouter. Mais c'est pas que gentil, je dis des choses gentilles quand je les pense. Sinon, je dis rien. Bon, est-ce que vous attendiez à ça comme concept du développement durable ou pas? Est-ce que vous connaissiez ces 3 piliers? Alors, juste Flo, il y a une question technique. Je pense que Julien a un problème de micro. Je ne sais pas si tu as la main là-dessus. Il dit que son micro a été coupé. Je ne sais pas si c'est toi qui es administratif. Demander la réactivation du micro, je l'ai fait. Ça a l'air bon, le micro. J'ai l'impression qu'il a été réactivé. Allô? Ah, ça y est, je Allô? m'entends. Tu m'entends? Oui. Oui, on t'entend, Julien. Ah, ok. Bon, super, c'est que je vois pas le petit cadre jaune autour. Merci. Florence, c'était vraiment super, c'est hyper éclairant. Je me permets de faire un commentaire, hein, mais parce que c'était super éclairant. Moi, c'était une notion qui était vraiment effectivement, comme tu disais, tout le monde en parle, mais il faut s'en saisir, mais c'est assez difficile. Et je trouve ça pas mal parce que tu as
Voilà, t'as pas menti sur le fait que c'est fourre-tout, mais en même temps, moi, j'y vois quand même vachement plus clair. Et donc, je trouve que c'était super. En plus, il y a pas mal de petits bouquins à lire et de nouvelles références à aller découvrir. Et justement, je me posais une question, parce que moi, c'est plutôt mon obédience et mon entrée dans cette thématique, c'est justement The Limits to Growth et le rapport Meadows et le côté un peu plus, le volet un peu plus collapsologique, en fait, pas forcément dans l'idée d'un effondrement catastrophique et biblique de la société, mais dans le passage d'un monde à peu près à l'équilibre à un monde qui est un peu plus déséquilibré. Et je me demandais du coup, ce que vous, qui êtes un peu plus du coup engagé et connaisseuse de ces problématiques de développement durable, vous avez pensé quand justement, je crois que Meadows, il a fait une conférence vers 2012-2015 où il disait que pour lui, justement, le développement durable, c'était plus la bonne temporalité et que justement, il parlait beaucoup de cette économie et de la nécessité d'intégrer l'économie, de changer l'économie, donc soit de l'écologiser ou de la rendre durable. Euh, Est-ce que les niveaux d'action, pour vous, je ne sais pas si on en parlera peut-être dans d'autres cours, hein, mais les niveaux d'action se trouvent encore dans les actions qui sont en dehors du spectre économique ou est-ce que pour l'instant, ça vous apparaît justement être le point fondamental qu'est l'économie et le changement de notre mode de réflexion et de jugement des actions, quoi. Moi, je pense que en fonction des projets que vous allez avoir, il y a des projets où le côté... en fait, à l'heure actuelle, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, pour être simple, à l'hôpital, on dit le budget pour la question du développement durable, c'est budget zéro. Voilà. Il n'y a pas de budget. Donc, il y a pas de... Donc, en fait, en gros, ça veut dire que les projets, vous pouvez les mener, mais il n'y a pas de budget pour les mener. Donc, ça veut dire que le temps humain, je sais pas, le temps, les besoins matériels, enfin, et en tout cas, quand vous verrez qu'il y a des projets où vous aurez besoin de matériel, bah, il faut se débrouiller pour ça. Donc, c'est assez... en tout cas, moi, j'ai eu cette réponse-là à un moment donné. Les choses peut-être vont changer. Il y en a après où à un moment donné, pour pas faire passer un projet de développement durable, il va falloir avoir une valence économique derrière pour dire, bah, tiens, est-ce qu'il peut y avoir un gain économique par rapport à ça? Le développement durable au niveau des instances nationales, il y en a qui le voient comme une opportunité. Vous voyez bien que les messages politiques disent que c'est une opportunité de croissance, d'économie, d'emploi, des choses comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse uniciste par rapport à ça. En tout cas, il y a une imbrication claire et nette entre l'économie et le développement durable. Ça, c'est une évidence. Après, encore une fois, moi, je pense que c'est la question, c'est de savoir l'économie, ce n'est pas un terme négatif. Par contre, la croissance économique, il faut vraiment la réfléchir. Et je pense quand même à l'hôpital, on parle encore beaucoup de croissance économie, enfin de croissance en tout cas. C'est des termes qui restent toujours marqués d'un élément positif. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se re-questionner par rapport à ça. Après, la réalité économique, elle est importante, mais on voit aussi que je pense qu'il faut s'en emparer. Mais je pense que, par exemple, il y a un moment donné, c'est de dire il faut peut-être orienter des investissements économiques vers d'autres thématiques. Et je pense qu'il y a un moment donné, le développement durable doit trouver ses lettres de noblesse. Et je pense que ta démarche en disant il faut que ça soit reconnu d'un point de vue académique, je pense que c'est important. Il faut aussi que ça soit reconnu au niveau labellisation parce que c'est ça qui fait fonctionner à un moment donné l'administration, se dire quand on a une labellisation, c'est important parce que c'est bien, mais on ne peut pas se défaire de l'économie en tout cas. Je ne sais pas si c'était le sens de ta question, mais je pense qu'il y a deux questions. Il y a vraiment la question de l'économie et de l'impact, enfin oui, de la traduction économique des projets de développement durable. Et on l'a forcément à un moment donné ou à un autre. C'est un élément, c'est un facteur déterminant dans l'avancée des projets. Après, c'est savoir où est-ce qu'il se place. Et après, la question de la croissance, ça, c'est un sujet qui me paraît extrêmement important. Après, est-ce que nous, on a la main là? Enfin, si, je pense qu'on a c'est des choses qu'on doit poser aussi à un moment donné dans nos... quand vous travaillez dans les laboratoires, des choses comme ça, on dit il faut toujours augmenter la croissance, le nombre de comment ça s'appelle,
d'examens qui sont réalisés en moins de temps. Voilà, ces réflexions-là, il faut voir quel est l'impact que ça a quand on veut toujours augmenter une productivité. La productivité ne fait pas partie de l'efficience. L'efficience, il y a un côté, à un moment donné, justement, d'intégrer les externalités négatives. Et dans la productivité, vous ne l'avez pas dans ce concept-là. Donc, voilà ma réponse. Mais je pense que Mehdi, Laure, Jeanne ou d'autres, vous allez avoir vos propres commentaires. Moi, je veux bien rebondir sur ça. Je pense qu'on ne peut pas s'abstenir d'intégrer le côté économique pour simplement une bonne raison, c'est qu'en fait, l'évolution du mental de la conception de la société, elle est pas encore là, quoi. Et on voit bien que d'un point de vue concret, quand on apporte un projet développement durable au niveau de nos administrations, tout de suite, si on dit les mots magiques, on va économiser, tiens, d'un coup, on nous écoute, et on trouve que c'est plutôt intéressant et peut-être même génial. Et à partir du moment où on commence à dire, ah oui, mais là, ça va peut-être pas être très rentable sur le plan économique, mais quand même, c'est intéressant, d'un coup, c'est beaucoup plus difficile d'accéder aux gens, quoi. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas s'en défaire, malheureusement, encore aujourd'hui. Et Moi, si vous le permettez, je souhaiterais rajouter deux éléments. Le premier est, alors je vais commencer par le pratique, puis le deuxième, le conceptuel. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de développement durable, au sens large, on est obligé de le concevoir, comme l'a montré Florence dans cette diapositive, comme une table avec 3 pieds. Et donc, tout projet, toute conception, toute élaboration d'un projet développement durable, il faut le concevoir comme cette table avec ses 3 pieds écologiques, social, sociétal et économique. Et si l'un des 3 pieds est déséquilibré, cassé, le projet n'aboutira pas. Et là, il faut vraiment garder cette conception, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'élaborer un projet si, alors bien sûr, tout le monde rentre dedans avec le volet écologique, aujourd'hui de plus en plus avec le volet social. Le côté économique commence à émerger. Nous aurons une intervention sur un des prochains modules sur l'économie du développement durable, sous tous ces volets et ces versants. Et encore une fois, si ce volet n'est pas maîtrisé, le projet n'aboutira pas. Deuxième élément, il est plutôt philosophique. Vous aviez posé la question sur, et Florence l'a bien détaillé, sur l'antagonisme développement et durable ou soutenable. Et effectivement, cette vision un peu philosophique, il y a une très belle lecture, je vais essayer de vous le faire suivre parce que je l'ai en PDF aussi, de Edgar Morin, qui est vieux, qui a bientôt 20 ans, et qui parle de l'entrée dans l'ère écologique, et dans lequel il reprend un peu la conception de l'Occident techno-industriel, où l'homme est voué à conquérir le monde naturel et à avancer vers cette progression et ce développement, etc. Et donc aujourd'hui, on peut passer à d'autres modèles de développement, et on le voit de plus en plus, qui n'est pas forcément celui que l'on vit dans notre société, je dirais pas industrielle, mais économique, et l'hôpital en fait partie. Donc, comme vous l'avez dit, moi, responsable de mon service, la première chose qu'on me demande, c'est ma rentabilité, combien j'ai fait de malades par an, combien j'ai fait rentrer d'argent, mes entrées, mes sorties, parce qu'aujourd'hui, le côté, enfin pas qu'aujourd'hui, mais depuis une vingtaine d'années, nous avons déshumanisé les métiers de la santé pour les industrialiser, parce que vous le premier, vous n'aurez pas de budget cette année pour fonctionner dans votre structure si vous n'avez pas établi le bilan de l'année d'avant avec le positif et le négatif. Et je pense que le côté immatériel ou la valeur immatérielle qu'a décrit Florence sur ces diapositives commence à rentrer de plus en plus dans les concepts et sera demain le gros chiffre d'affaires d'une société. C'est le capital immatériel de cette société. Et ça commence à rentrer. Et donc, pour conclure,
la triade écologique, sociale, sociétale et environnementale, elle doit être indissociable. Et ce n'est pas la peine de continuer à avancer sur un projet si cette triade n'est pas respectée. Et c'est le premier pas vers la méthodologie du développement durable. Après, d'un point de vue, je suis d'accord avec toi, Mehdi, et je pense que le côté économique, ça peut être un gain économique, mais ça peut être une plus-value, mais ça peut être aussi une dépense évitée. Et pour l'instant, donc voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé parce que au départ, je pense qu'on a surtout envie d'avoir des actions environnementales, mais c'est vrai que la traduction économique, elle est demandée. Encore une fois, l'économie, c'est une chose et c'est pas pour ça que je vous dis c'est intéressant de se poser la question. Après, je pense que c'est l'histoire de la croissance et ça, il y a vraiment des choses auxquelles on participera, des articles à écrire, en tout cas des textes, parce que je pense qu'il y a un moment donné, on demande des choses à un moment donné et je pense qu'il faudra qu'on valorise le côté, ce qu'on appelle extra-financier. Mais il faudra d'ailleurs qu'on enlève le mot financier, on parlera d'un autre terme pour qu'on valorise en tout cas ces aspects-là. Et après, c'est pas dire que en fait, je pense que ces aspects sont pas, faut pas les éliminer, mais ils ont pris une place maintenant prépondérante. Et c'est ça qui, je pense, qui nous emmène à un moment donné dans une voie qui est un peu, des fois, nous fait perdre un petit peu la boule. Je peux parler? Oui. J'avais juste, alors déjà merci, hein, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais savoir si dans vos établissements, quand il y a des appels d'offres pour telle ou telle machine ou autre, il était prévu peut-être une clause sur l'impact environnemental que produisait l'utilisation de la machine. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui pourrait exister? Ensuite, je voulais savoir si dans les instances, dans nos instances, au niveau institutionnel plutôt, est-ce qu'il était prévu justement une enveloppe financière d'aide au développement durable pour les hôpitaux, par exemple? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider. Et mon troisième point, je voulais savoir si justement, donc, vous parlez des trois piliers, donc écologie, économie et sociale. Est-ce que vous avez un exemple concret sur un projet de ce qui a été, entre guillemets, mis dans ces trois cercles voilà. Donc, beaucoup de questions. Moi, je pense que pour ce que tu parlais, à un moment donné, d'intégrer des critères, en tout cas développement durable dans les achats. Donc, en fait, tu as les achats durables. Et ça va dépendre si tes acheteurs sont formés à ça. Nous, on avait commencé à faire un travail avec justement la responsable de l'établissement plus la responsable achat. Normalement, il y a un guide développement durable, achat durable, pardon, et ça fait partie des critères de certification aussi. Voilà. Après, pour à un moment donné, quand il y a des nouveaux appels d'offres, d'essayer de les intégrer ces critères. Alors, je pense qu'ils font déjà pas mal de choses par rapport à ce qui est de la logistique, de ce qui est de l'emballage, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est des choses qui se travaillent à l'échelle macro. Nous qui sommes sur le terrain, on voit d'autres aspects et je pense qu'il y a des aspects qui sont parfaitement, où les gens sont complètement aveugles. Et moi, alors vous parliez à un moment donné des projets de bilan carbone. Moi, j'ai fait le bilan carbone d'une intervention au bloc opératoire, en l'occurrence de 30 interventions, mais c'est de la même intervention. Et on a bien vu que quand on veut, à un moment donné, on questionne par exemple, le bilan carbone d'un produit en fonction de là où il est fabriqué et tout ça, on n'a absolument pas d'informations. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, si je voulais, par exemple, faire entrer dans mon choix d'un objet son bilan carbone, par exemple, dire quel est le bilan carbone où est-ce qu'il est fabriqué. Déjà, l'endroit où il est fabriqué, on ne sait pas forcément parce que vous pouvez avoir le nom de l'entreprise, mais pas le lieu de fabrication, ce qui n'est pas le même. Surtout que maintenant, on passe par des centrales d'achat. Et après, le bilan carbone, quand vous demandez à la pharmacie, il n'y avait pas cette information-là. Quand vous demandez après, même aux entreprises, ils n'ont pas forcément l'information. En tout cas, moi, l'interne qui a fait ce travail-là, que j'ai piloté, on n'a pas eu les infos. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on nous dira, à l'heure actuelle, les établissements doivent faire leur bilan carbone.
mais ils n'intègrent pas cette partie achat, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3, mais je crois qu'on aura un cours aussi qui parle de ça. Et donc, du coup, forcément, ce n'est pas un élément qu'ils vont demander, mais je pense que ce sera un élément qui, petit à petit, demandera, et puis sera demandé. Et puis, de toute façon, si à un moment donné, le coût de l'énergie augmente, ça va se répercuter dans les achats. Donc, moi, j'ai bien aimé le concept de dire on va faire de la médecine en circuit court, là, avec des objets produits à moins de 100 km. Je trouve ça très drôle parce que ça, c'est vraiment un élément qu'à l'heure actuelle, les gens ont très, très peu, quoi. Et moi, j'avais regardé en anesthésie d'où venaient les produits. On a la moitié de nos produits qui viennent d'Asie, un quart qui vient des États-Unis pour une anesthésie générale. Ça paraît juste dingue, en fait, quand on y réfléchit. Donc ça, c'était pour la première question. Après, moi, je t'ai dit, pour le budget développement durable, à l'heure actuelle, moi, mon établissement, ils ont de la ressource humaine qui n'est pas encore toujours fixe, mais en tout cas, ils payent pas des temps pleins, mais c'est des demi-temps. En tout cas, il y a de la ressource humaine. Après, sur l'autre, le budget derrière, à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'au niveau ministériel, ils aient fléché un budget via le Ségur, des choses comme ça, mais je ne sais pas trop. Et c'était quoi et après, un projet avec les 3 cercles. Moi, ce que je dis souvent pour le côté social, c'est que quand on fait un projet développement durable, encore une fois, il est collaboratif et il crée une cohésion d'équipe et que ça crée du coup une dynamique au sein d'une équipe. Et donc, c'est l'aspect social que je mets, moi, à l'heure actuelle, en avant. Je sais que d'autres l'expliquent autrement, mais en tout cas, en termes de participation déjà dans les ressources, faire participer les gens à leur travail, ça fait partie des éléments d'épanouissement sociaux, des épanouissements dans vos, comment ça s'appelle, dans votre travail, le côté équipe, le côté donner du sens. Donc, tous ces éléments-là sur un projet, voilà. Et après, le côté économique, finalement, c'est presque le plus difficile, je trouve, à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils qui existent pour évaluer l'impact économique. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel on a un petit peu de retard. Ouais, je veux bien, c'est Jeanne. Bonjour. Bonjour. Je veux bien répondre aussi à ta question. C'était Tiffany, hein, c'est ça, sur un exemple de projet qui peut intégrer les 3 piliers. Donc en anesthésie, on a dit en anesthésie-réanimation, on a un peu avancé sur ces questions. Et moi, je trouve toujours que l'exemple du patient debout, c'est un exemple qui intègre bien ces 3 piliers. Donc c'est une expérimentation qui a débuté il y a une dizaine d'années, justement dans les centres de lutte contre le cancer. Et on a en fait voulu amener les patients qui allaient au bloc opératoire debout au lieu de les mettre dans un brancard ou dans un lit poussé par des brancardiers. Alors comme ça a l'air pas du tout en rapport avec ce qu'on discute depuis ce matin. Mais en réalité, donc ce projet, on s'est rendu compte que, il y avait un impact sociétal pour le patient, pour les brancardiers, pour l'équipe, parce qu'un patient qui arrivait debout au bloc opératoire, c'était un homme ou une femme, ce n'était pas un tas de viande dans un lit. Donc, il y avait ce côté humain, contact humain, relation humaine qui se développait. Deuxièmement, pour le patient, il y avait une diminution de son stress et de son angoisse, parce que regarder des néons au plafond quand on vient dans un brancard, ce n'est pas du tout la même chose que d'arriver debout avec sa perruque, ses lunettes, ses prothèses auditives, ses chaussons, etc. Donc, il y avait pour le patient un bénéfice réel dans ce 3e pilier, social, sociétal, appelez-le comme vous voulez. Et pour les brancardiers, il y avait aussi un bénéfice parce que accompagner debout un patient et pousser un lit avec un patient dedans, ce n'est pas du tout le même impact physique. Donc, il y avait une économie physique avec moins de troubles musculo-squelettiques pour le brancardier. Donc, tout ça, ça va dans le 3e pilier. Alors, l'impact environnemental, c'était tout ce qui est utilisation des ascenseurs, mais aussi organisation au niveau d'un bloc opératoire. Quand il y a des ascenseurs qui ne marchent pas, tout est bloqué, alors que quand le patient vient debout, il peut descendre par les escaliers. Donc, on a toute une logistique qui se fait plus normalement. Donc là, il y a un impact financier, il y a un impact économique. Et l'impact environnemental, cet aspect donc, surtout sociétal. Et donc tout ça, pour vous dire que même quand on fait des projets pour lesquels au début on ne voit pas très bien
pourquoi il serait relevant d'un point de vue développement durable, voilà, amélioration de notre environnement, mais en fait, en réalité, si on creuse bien, on trouve toute une série d'aspects auxquels on n'avait pas pensé au départ, qui peuvent être liés à un des 3 piliers, et en particulier au 3e pilier. Donc ça, c'était la réponse à la question de Tiffany. Pour l'histoire économique, je voulais juste rajouter quelque chose. Je vous ferai donc cet après-midi les relations entre changement climatique et santé. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout euro dépensé pour réduire l'impact du changement climatique, diminuer les émissions de gaz, etc., a un impact sur la santé. Et dès qu'on parle d'impact sur la santé, c'est des économies en euros, en dollars, en ce que vous voulez. Donc, il faut bien penser que tout investissement qui va permettre de réduire notre impact environnemental et le changement climatique va améliorer la santé des populations et donc réduire les coûts pour la société en termes de dépenses sanitaires, etc. Donc, il faut toujours avoir ça aussi à l'esprit. Alors, c'est difficile à expliquer à nos dirigeants et à nos directeurs d'hôpitaux, de leur dire que vous allez faire ça et ça va diminuer vos dépenses de l'hôpital parce que ce n'est pas aussi direct comme effet. Mais il faut savoir que ça a été prouvé, démontré, publié et que donc c'est aussi à mettre en ligne de compte. Et enfin, sur un peu pas la vulgarisation, mais je dirais la conscientisation de ces questions. Sur ces questions, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et je vais vous donner une petite expérience qui m'est arrivée ce week-end, puisqu'il y avait un petit colloque pour les nouveaux internes qui ont choisi anesthésie-réanimation. Vous savez qu'ils ont été très nombreux et qu'ils ont choisi ça très bonne place cette année, je pense à cause de la crise du Covid. Et donc, il y avait un petit meeting d'accueil de ces nouveaux internes, qui sont des jeunes qui ont 25 ans. Et on avait, avec les organisateurs de ce congrès, ils voulaient faire un congrès un peu... voilà, avec la thématique du développement durable pour la première fois qui serait prise en compte. Donc, ils ont invité des gens, on les a aidés à organiser ce meeting. Et donc, il y avait une session sur la décarbonation des établissements de santé, etc., avec des invités très prestigieux. Et cette session, c'était juste après un topo sur les effets physiques des ultra-trails, des courses, vous savez, qui durent 100 km à La Réunion, je ne sais pas où. Donc, les effets médicaux de ces ultra-trails. Eh bien, l'amphi, tenez-vous bien, était mis plein à craquer. Il a même fallu rediffuser ailleurs la présentation pour les effets médicaux de l'ultra-trail. Et quand il y a eu la session sur le développement durable à l'hôpital, il restait un quart enfin, ce n'était pas les mêmes d'ailleurs qui sont venus s'asseoir. Mais donc, moi, voilà, je me suis dit, oula, on a quand même encore du travail parce que c'est quand même des jeunes qui ont 25 ans. Ces questions, ça va les impacter toute leur vie. C'est quand même la vie et la mort, il faut le dire comme ça aussi. Et en fait, ce qui les intéresse là actuellement, c'est les effets médicaux des ultra-trails et de la compétition. Voilà. Donc j'ai été quand même un peu déçue. Et puis je me suis dit, on a quand même beaucoup de travail pour amener ces gens à réfléchir à ces questions et à s'intéresser à ces questions. Voilà. Jeanne, c'était quoi? C'était We Are le... Oui, c'est ça, c'était We Are. C'était à Lille. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux rajouter un élément, s'il vous plaît, sur ce que venait de la deuxième partie de la question, qui était d'intégrer l'économie circulaire dans la commande publique. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'on a un petit fil de discussion, de conversation. N'hésitez pas à regarder dedans, où je vous ai envoyé 2 éléments. Le premier, c'est le décret d'application d'un article sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a intégré dans la commande publique plusieurs articles sur l'obligation d'acquérir une part de biens issus du réemploi, du recyclage, de l'économie circulaire. Et donc, son décret d'application est passé au mois de février, je pense, sachant que la loi elle date du mois de janvier. Et sur le fichier PDF que je vous ai mis, il y a le décret d'application qui spécifie de manière précise le pourcentage des
de ce qui doit être issu du réemploi ou de la réutilisation. Donc, ça va de 20 à 40%. Pour le moment, c'est des choses qui sont plutôt administratives. Nous avions eu une réunion avec la Fédération hospitalière de France sur ces aspects-là, environnementaux, ou en tout cas développement durable en santé, pour faire des propositions à la plateforme présidentielle en vue des élections présidentielles à venir. Et donc, l'une des propositions, c'était d'intégrer les achats aussi bien publics que privés dans ces textes de loi, sachant que les achats publics, je ne parle pas de privés, les achats publics en pharmacie à l'échelle nationale, c'est 25 milliards d'euros. Donc ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, on a parlé un peu de l'aspect philosophique de la question. Et donc, je vous ai mis une petite lecture aussi en PDF sur l'entrée de l'ère écologique. Je vois que Florence est en train de la consulter en partage d'écran. Pareil, si vous en avez, vous, d'autres, on est preneurs. Hein. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec le développement durable, la santé. Si vous avez des lectures, des choses à partager, n'hésitez pas aussi bien sur le fil de l'actualité que sur le groupe WhatsApp qui est mis en place, sachant que nous aussi, on va vous envoyer pas mal de données, de littérature et d'articles sur ce groupe-là pour que ça fasse un peu fil d'actualité. Je me permets juste de poser une petite question. C'était surtout à Jeanne. Merci pour les interventions. C'était super. J'ai l'impression que j'ai déjà en sature en nouvelles informations à retraiter et intégrer. Bon, je pense que ça va faire beaucoup sur toute la durée du DU et c'est super stimulant. Donc, c'est hyper intéressant de voir que même après l'intervention initiale, il y a toujours autant de stimulation. J'avais deux questions du coup en réponse. Déjà, c'était pour savoir si, justement, Jeanne, tu parlais de publications qui prouvent le lien entre les investissements, entre développement durable et diminution des coûts de santé, ce qui, effectivement, en tout cas pour nous, entre guillemets, personnes averties, paraît à peu près évident, mais le fait de le prouver, en tout cas, si jamais tu pouvais me les transmettre, parce que moi j'ai rendez-vous avec la direction générale la semaine prochaine, c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut donner grain à moudre, parce que ça, voilà, à côté du côté évident, il faut aussi le montrer. Et je me demandais aussi justement en lien avec les publications scientifiques, est-ce qu'il y a déjà eu des publications, que ce soit scientifiques, médicales ou des études médico-économiques importantes, compris comme indicateur autre chose que le PIB pur et la croissance économique, mais par exemple l'IDH, et qu'il l'a pris vraiment comme indicateur de son étude médico-économique, quoi. Voilà. Alors, pour les références sur les bénéfices économiques à agir sur le changement climatique, je peux te les envoyer. La deuxième question, c'est un peu plus compliqué, mais on va réfléchir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la réponse là dans l'Assemblée. Donc, s'il y a des études qui ont utilisé autre chose que le PIB comme indicateur économique. En santé. Laure, elle a la réponse, une partie de la réponse à la question. Alors, Laure va traiter dans un prochain sujet, elle en parlera mieux que moi, la partie anesthésie bloc opératoire, notamment pour les gaz anesthésiques. Et elle a une très belle diapo d'une étude sur l'impact sociétal du coût carbone d'un acte anesthésique lié à ces gaz anesthésiques. Je lui ai piqué cette diapositive il y a 3 jours pour une autre présentation qui parle de l'impact sociétal de l'acte anesthésique et c'est chiffré en chiffres financiers. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Laure, mais en tout cas, c'est sur la référence. Je vais essayer de vous l'afficher. Tu connais mieux mes diapos que moi, non. Non, par contre, en termes de chiffrage, c'est de toute façon, moi, je n'ai pas encore publié ça, mais j'avais fait justement une étude d'éco-conception d'un soin, justement dans le cadre du DU, et donc j'ai intégré le chiffrage économique. J'avais comparé
Donc, le soin tel qu'il était pratiqué dans mon établissement versus le soin éco-conçu, et on a des impacts économiques énormes. C'est de l'ordre de entre 2 et 3 fois et demi moins cher de faire le soin éco-conçu que le soin conçu classiquement, quoi. Donc, moi, je n'ai pas encore publié, mais je vais m'y mettre. Et la diapo dont je parlais, Laure, c'était celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, ouais. Donc là, ça c'était une diapo, donc c'est fait aux États-Unis. Ils comparent donc l'impact environnemental des différents gaz d'anesthésie. Donc pour ceux qui ne sont pas anesthésistes, les gaz d'anesthésie, c'est des gaz qu'on appelle halogénés qui servent à entretenir l'anesthésie inhalée. Donc pour que le patient reste endormi pendant toute l'intervention, via le respirateur, on lui fait respirer ces gaz. Donc il y en a 3 principaux qui sont utilisés, même si nous, en France, en tout cas, on utilise plutôt 2 principaux qui sont le sévoflurane et le desflurane. L'isoflurane que vous voyez au milieu du tableau, il est quasiment plus utilisé en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sévoflurane a un impact environnemental nettement plus moindre. Alors, on va plutôt dire à l'envers. Le desflurane a un impact environnemental nettement supérieur au sévoflurane. Ça, c'est vraiment très bien documenté. Et donc, dans cette étude, ils avaient comparé l'impact économique du sévoflurane et du desflurane. Et c'est par... alors, la MAC, c'est l'unité qu'on utilise pour... on ne va pas rentrer dans les MAC, pour que tu vas le détailler. Mais vous voyez, c'est par heure d'anesthésie. Utiliser du sévoflurane, ça revient à peu près à $3. Quand utiliser du desflurane, ça dépend de comment on l'utilise, mais ça va de 20 à $78 par heure d'anesthésie. Donc, on voit bien que l'impact économique, il va être rapidement croissant sur les journées entières et les mois d'utilisation, les années d'utilisation. Et sur le diagramme sur le côté, là, on voit très, très bien cet impact. Alors, encore une fois, ce n'est pas le coût, si je dois préciser, ce n'est pas le coût de l'administration, ce n'est pas le coût du médicament, mais on sait, là, sur le commentaire de la figure, c'est que l'impact social d'une tonne de carbone, c'est à peu près $417. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit une tonne de CO2, l'impact social que ça va avoir sur le plan sanitaire, sur le plan économique, parce que ça va engendrer un impact sanitaire dont va parler Jeanne tout à l'heure, qui lui va engendrer un impact économique. Arrêt de travail, diminution de la durée de vie, etc. Donc, ils ont fait une évaluation de cet impact économique à travers l'impact sanitaire, qui est de $417 par tonne de CO2 produite. Et quand on fait une indexation de cet impact sur ce qu'on émet comme effet de serre sur une activité de soins, là, en l'occurrence, c'est de l'anesthésie avec le desflurane. Donc, chaque administration, donc en plus du coût du médicament, en plus du coût du fonctionnement, ça va avoir un impact environnemental. Et quand on chiffre cet impact environnemental, donc pour chaque heure d'anesthésie, la société va perdre $3 à cause des émissions de CO2 liées à cette activité. Et donc, on voit de plus en plus, et on va le voir sur les présentations de cet après-midi, on voit de plus en plus ces concepts surgir pour dire attention, là, ce qu'on est en train de discuter, ce n'est pas l'affaire de quelques illuminés qui sont des militants écologistes et qui veulent planter 3 arbres. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et les publications scientifiques, Jeanne, encore une fois, ce n'est pas que je connais son topo mieux qu'elle, mais il est magnifique sur ces aspects-là. Et on va en parler aussi sur l'impact environnemental du système de santé, qui n'est pas uniquement des choses un peu abstraites d'émissions de CO2. Aujourd'hui, avec les nouvelles données, nous avons une conception matérielle de l'impact environnemental de notre activité de soins, qui est transposée sur ce qu'on fait en industrie généraliste. Ok. Bon, en fait, c'est vachement bien comme indicateur, ça. Alors, ce n'en est qu'un, et pareil, vous aurez demain le cours sur les indicateurs. Hein. Okay. C'est pas fini, prenez des vitamines. Ouais. Bon, merci beaucoup. Mehdi,
Tu Oui. pourrais remettre, tu sais, les 2 documents que tu as mis en ligne parce que certains n'ont pas eu ce message, ça a dû bugger à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, il faut que je les retrouve. Alors, j'en ai un, je le remets. Et je remets le deuxième aussi. Clac. Copie. Non, c'était pas ça. Et l'autre, c'est le livre d'Edgar Morin. C'est pas bien ce que je fais. Enfin, les droits d'auteur, le pauvre. On irait l'acheter sur Amazon. Non, c'est pas ça? Livré demain. Et Laure, du coup, ton projet l'éco-conception que tu as fait, tu l'avais fait. Parce que du coup, j'ai eu des échanges, moi, juste avec Primum Non Nocere pour l'éco-conception, mais ils m'ont parlé de la prise de sang, de l'injection intravitréenne, mais ils m'ont pas parlé de. Donc, je sais pas, tu l'as fait avec eux aussi ou tu l'as fait toute Avec, seule? avec moi, avec moi-même. Ouais. Donc, je te cache pas que il faut être motivé, hein, mais c'est un gros travail et c'est peut-être. Enfin, le problème, c'est comme je pense que Florence l'a déjà dit, c'est l'accès aux informations. Donc, en fait, Primum Non Nocere, c'est leur métier. Donc, ils ont des logiciels pour calculer les analyses de cycle de vie. Ils ont accès à des tas de choses. Ils ont du personnel. Peut-être un cathlon, bah, ils vont le casser, ils vont l'analyser, ils vont le peser. Enfin, voilà. C'est sûr qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais ce n'est pas le même prix non plus. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, pour faire simple, mon soin que j'ai choisi, c'est la pose de cathéter pour la chimiothérapie, donc les DVI. Et donc, dans mon hôpital, c'était comme ça, c'était fait par les chirurgiens. Donc, ça veut dire un chirurgien, une instrumentiste, une penseuse circulante. Et puis, comme les chirurgiens, ils ont envie que ce soit confortable pour eux, ils nous ont demandé une sédation. Donc, il y a un anesthésiste, un infirmier anesthésiste. Donc, tout ça, ça représente du matériel, ça représente du temps d'occupation du bloc, parce que c'est sûr que si tu fais une sédation, eh ben, c'est plus long que si tu ne fais pas de sédation, si tu fais une anesthésie locale pure avec un peu d'hypnose. Ça veut dire que ton patient va passer en salle de réveil, ça veut dire qu'ensuite, derrière, il va aller dans le service ambulatoire. Ça, c'est vraiment beaucoup plus lourd comme conception. Et puis, en termes de matériel, ce n'est pas du tout la même chose parce que chez nous, en tout cas, dans mon hôpital, les chirurgiens, ils ont une boîte d'instruments qui leur sert pour aussi, ils peuvent très bien faire une hernie inguinale avec la même boîte qu'une pose de DVI. Ce n'est pas le même nombre d'instruments dans la boîte. Donc, en termes de stérilisation, ce n'est pas le même coût, impact environnemental ni économique. Et puis, en termes tout simplement de matériel, ce n'est pas la même chose. Et donc, moi, j'ai conçu mon soin parce qu'en fait, à l'occasion de la crise Covid, il fallait qu'on trouve de la place au bloc opératoire parce qu'on avait fermé une partie de notre bloc d'orthopédie. Donc, les orthopédistes devaient intégrer un autre bloc. Et donc, ces DVI qui étaient faits au bloc, on les a fait dans une autre salle qu'on n'utilisait pas trop. Et on a proposé de soulager le bloc opératoire en mettant en place cette nouvelle technique. Donc, moi, j'ai pensé tous les instruments, tous les dispositifs médicaux. On avait moins de personnel aussi, donc j'ai chiffré ça. Et pour te faire simple, chaque dispositif médical, j'ai demandé à la pharmacie de me donner les fiches de DM pour essayer d'avoir accès aux informations de la conception du truc, en quoi c'est fait, d'où ça vient, etc. Ensuite, j'ai pesé tous les dispositifs avec des balances de précision. J'ai pesé les emballages séparément. J'ai essayé de savoir en quoi étaient faits les emballages, etc. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais j'ai chiffré le prix des dispositifs médicaux, j'ai chiffré le temps d'occupation des blocs, j'ai chiffré la masse salariale, j'ai chiffré l'énergie dépensée parce que quand tu fais une sédation, tu vas utiliser, nous en tout cas, on utilisait une seringue électrique. Voilà, j'ai chiffré parce que nous on utilise l'échographe, donc j'ai chiffré l'énergie de l'échographe. Voilà, tout ça, j'ai essayé d'intégrer au maximum de choses.
Et en plus, sur l'aspect, donc c'est vraiment éco-conception au sens large, parce qu'il y a l'aspect environnemental, l'aspect économique, mais j'essaie aussi d'intégrer l'aspect social et sociétal, puisque on fait ça sous hypnose, donc j'ai évalué l'impact que ça pouvait avoir sur le patient de faire l'hypnose et sur le personnel. Et puis la procédure patient debout dont a parlé Jeanne tout à l'heure, j'ai aussi mis ça en place. Donc j'ai évalué l'impact pour le patient d'être debout, l'impact auprès du personnel, la qualité de la relation patient-soignant, enfin, patient. Ouais, j'ai essayé d'intégrer un peu tout ça. Et je ne te cache pas que faire ça tout seul, j'avais un projet derrière, hein, donc voilà, ça motive, mais C'est lourd. Ouais. c'est lourd. C'est lourd, et puis après, il faut quand même aussi avoir conscience que c'est. Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait avec un cabinet de consultant type Prévost Serré, mais voilà, moi, je n'ai pas les logiciels d'analyse du cycle de vie qu'ils ont. Donc, j'ai fait avec une autre méthode. Voilà, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Equalizer pour chiffrer l'impact environnemental. Donc, ça, c'est gratuit, disponible en ligne. Ça s'appelle Equalizer, Equalizer 2.0, je vais te l'écrire. Ouais. Et ça, c'est les Pays-Bas qui ont mis ça en ligne. Voilà, c'est comme ça. Okay. Et donc, en fait, c'est l'organisme de traitement des déchets des Pays-Bas qui a mis en place ce logiciel. Et donc, tu peux y accéder en ligne gratuitement. Sinon, ils ont sous forme de papier. Si tu veux, tu peux commander le petit truc. Mais bon, sur Internet, ça se fait très bien. Il faut juste cliquer à un endroit, la langue, parce que sinon, ça apparaît en néerlandais. Enfin, peut-être que tu parles le néerlandais couramment, mais pas moi. Et donc, en fait, tu vas rentrer si tu as, par exemple, du polypropylène dans ton dispositif médical, tu vas rentrer dedans, tu vas avoir un chiffre d'impact environnemental par kilo. Et donc, après, tu convertis, une fois que tu as pesé ton truc, tu sais combien tu as de polypropylène, tu vas convertir et ça va te donner un chiffre, ils appellent ça un score d'impact environnemental avec un... C'est basé sur ce qu'on appelle les éco-indicateurs. Je vais te l'écrire. C'est une méthode qui est reconnue et qui est utilisée dans l'industrie plutôt. Éco-indicateur 99. Okay. Mais pardon, ce n'était pas juste l'émission carbone associée, en fait. C'est plus large que ça, c'est ça? C'est plus large, c'est l'analyse du cycle de vie. D'accord. Parce que les émissions de CO2, c'est qu'une partie du problème. En fait. Oui. Bon, bah, c'est super ça. Ça fait matière à justifier les projets. Bon, après, il y a quelqu'un dans le... Je pense que c'est à peu près la même méthode qu'utilise Primum, sauf qu'effectivement, ils ont des logiciels, ils ont augmenté le nombre d'indicateurs qu'ils ont, etc. Quoi. Donc, ils ont des logiciels qui coûtent à peu près autour de 5 et 9 000 euros, plus le personnel qui fait tourner le logiciel. Quoi. Moi, ils m'ont chiffré l'intervention à 8-9 000 euros, mais je pense que là, dans les discussions, même il y a quelqu'un qui m'a proposé une piste de... Bon, je pense que ça sera possible d'avoir un financement, mais c'est vrai que c'est intéressant, rien que pour justifier le dossier et pour expliquer comment ça marche, de prendre une photo du logiciel et tout, ça, de montrer au directeur des affaires financières ou je sais pas comment ça marche, quoi. C'est un énorme travail, en fait. C'est pour ça que c'est un coût. Ouais. Oui, c'est ça, et ça permet de le justifier, quoi. J'ai fait économiser ça à mon hôpital, mais... Ça t'a pris combien de temps, du coup, de le faire comme ça? C'est difficile. Je n'ai pas fait ça à temps plein, mais tu vois, c'était mon projet mémoire. J'ai eu l'année dernière, donc ça m'a pris plusieurs mois quand même. Ok. Ouais. C'est un peu pareil que l'interne d'ophtalmo qui a fait ça à Lille, du coup, avec eux, mais lui, il avait commencé tout seul, justement, et il a mis 1 an et demi, et en fait, c'est juste à la fin qu'il a découvert Primum, et du coup, il a eu des financements par la FNH, etc. Mais ça lui a pris 1 an et demi, quoi. Ouais, si tu veux, pour un mémoire de DU, mon hôpital, je pense qu'il ne m'aurait pas financé ça. Et ça met la barre très haut pour le mémoire. Non, mais non. C'est vrai. Non, mais moi, j'avais un projet derrière. Enfin, après, ça fait boule de neige. Une fois que tu as fait ça, tu te lances dans autre chose. Mais en tout cas, d'un point de vue méthodologique, c'était intéressant de se rendre compte un peu que tu touches du doigt et tu te dis, à un moment, je ne te cache pas, plusieurs fois, je me suis dit, pourquoi je me suis lancée. Ouais. Bon, félicitations et puis vivement la publication. Ouais, voilà.
Ok, Et message reçu. il y avait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait justement des indicateurs d'évaluation d'achat, etc. Il a fait penser juste, je me permets de le dire parce que ça peut justement créer des synergies. Il y a justement Paul-Simon Pugliesi, là, l'anesthésiste réanimateur de Chalon-sur-Saône, qui travaille beaucoup sur ces domaines, qui commence un master 2 d'économie de la santé et qui va travailler sur l'intégration dans les méthodes d'évaluation médico-économique de l'impact carbone. Lui, pour l'instant, il reste sur le bilan carbone parce que c'est la chose qui est la plus facilement quantifiable et intégrable. Mais voilà, si ça intéresse, lui, justement, il est en train d'essayer de voir s'il n'y a pas des synergies qui peuvent se faire, notamment avec le Shift Project et d'autres médecins, d'autres projets universitaires. Donc voilà, juste parenthèse. Et c'est vrai que de manière générale, l'axe. Ah, pardon. Pardon. Julien, tu peux me redonner le nom du médecin, s'il te plaît? Ouais. Ou tu peux l'écrire dans le chat, peut-être. Ouais, je vais l'écrire dans le chat. C'est Paul-Simon Pugliesi. Donc, je vais lui envoyer un message pour lui dire que j'ai parlé de lui. Et si ça l'intéresse. Ouais, moi, je suis en contact avec lui aussi. Ah Il bah m'avait voilà. contacté l'année dernière, je crois. Enfin, pendant le Covid, je ne sais plus. Paul On pourrait- Simon. Il a monté en fait une formation universitaire, pas obligatoire, hein, mais facultative, dans son université de Bourgogne, je crois, Mhm. sur voilà, les impacts sur Les enjeux les imp- énergie-climat, quoi. Voilà, Et c'est santé. ça. Voilà. C'est ça, Et c'est Paul sinon, Simon comment? Pugliesi. Écrit dans le chat. P-U-G-L-I-E-S-I. Je ne vois pas. Ah merde. Il n'apparaît Sinon, pas, Julien. bon, Ouais, je l'aurais écrit. c'est pas que ça ne soit pas intéressant les débats qu'on a, mais il est Oui, 12h40. C'est vrai. Donc, on va peut-être lever le camp et puis se retrouver tout à l'heure. On dit quoi, 14h, c'est ça? Ouais. Parfait. À tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tu peux arrêter l'enregistrement, Florence, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Et du coup, Mehdi, tu me donneras les droits sur la session, là, c'est ça? Oui.